Nos rêves, nos réalités. La grande question aujourd'hui, nous allons ensemble partager, c'est les sujets de notre partage de ce soir. Bienvenue à tous, fidèles téléspectateurs de Meta Raconte, à cette émission assez spéciale. Je partage mon plateau avec une queen. Elle est belle, elle est intelligente. Ensemble, aujourd'hui particulièrement, nous allons échanger sur nos rêves et nos réalités. Généralement, lorsqu'on est jeune, on a plein de rêves dans la tête. Je veux me marier à tel âge, je veux avoir tel travail, le premier homme, c'est celui avec qui je veux me marier, etc., etc. Donc, beaucoup de rêves. Mais en même temps, c'est quoi la réalité sur le terrain? Je nous présente pour ce soir Davina Boula. Qui est-elle? Pourquoi elle est là? C'est quoi, elle, sa part de l'histoire? Nous allons ensemble le découvrir. Bonsoir, Davina. Bonsoir Meta. Je vais bien. Je me porte très bien et toi? Ça va. Les caméras te stressent ou bien? Non, ça va. Ça va? Oui. Ok, tu gères. Je gère. Bon, quand même, t'es conscient. Aujourd'hui, la matière est assez épaisse. Ouais. Il y aura à boire, à manger. J'espère juste qu'on ne va pas scandaliser nos téléspectateurs parce qu'on va essayer, à notre manière, à notre niveau, de parler de certaines réalités que l'on vit étant que jeune fille, particulièrement congolaise, de nos rêves et de nos réalités. Mais avant qu'on parte plus loin, est-ce que tu peux te présenter pour que nos téléspectateurs puissent te connaître? Ok, je suis Davina Boula Nzeba, licenciée en communication des organisations à l'UPN. Et actuellement, je suis assistante d'administration au sein du centre d'anglais New Hope College. Ok. Bon, on peut pas commencer l'émission sans que l'on puisse connaître Davina, mariée, fiancée, en cours de négociations, en observation. Davina est célibataire. Engagée ou non engagée? Célibataire. Célibataire simplement. Célibataire simplement. Bon, mes frères qui me suivent, elle a dit qu'elle est célibataire. Je dis ça, je dis rien. En observation. Oh, ok. Célibataire en observation. Oh, nouveau statut. Bon, on verra ça. Comme tu le sais bien, le sujet de ce soir, c'est nos rêves, nos réalités. Comme toute autre jeune fille, on a toujours eu des rêves dans la tête. C'était quoi ton rêve quand tu grandissais pour ta vie? Quand tu te projetais dans les 20 ans, parce que tu es dans la vingtaine aujourd'hui, quand tu étais encore un peu plus jeune, tu te disais dans 20 ans, je serais ci, je serais ça. C'était quoi, toi, ta part de rêve? Eh bien, quand je grandissais, mon rêve était de devenir une très grande avocate. Parce que j'aimais beaucoup les films dramatiques, les films qui font vraiment réfléchir. Et j'étais très souvent butée à des films où on ne voyait que des avocates. Une brillante avocate qui défendait bien ses clients et tout. Et moi, j'aspirais après ces choses. Je me disais que moi, je vais faire le droit et tout. D'où mon orientation aux humanités. Je fais la littéraire. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'être avocate, ça demande à retenir beaucoup de choses. Des lois, des articles, beaucoup lire les livres. Et lire comme ça, j'ai trouvé que c'est trop boring pour moi. Okay. Et du coup, ça a commencé à changer. Je me suis dit, bon, que je quitte le droit pour faire la communication. Et là, je m'étais vraiment retrouvée. C'est vrai, au début, c'était pas vraiment facile. La communication, c'est vraiment parler, ne pas avoir peur à tenir
une conférence, par exemple, à émettre ton avis devant un public et tout. Et aussi, je me disais que j'allais me marier à 25 ans. Je me disais, moi, je me marierai à 25 ans, je serai avocate, mariée à 25 ans, avec le premier homme qui viendra. Et ensemble, on aura déjà notre nid d'amour, notre propre nid d'amour, notre parcelle et tout. Mais en grandissant, il s'est passé des choses qui n'ont pas, en tout cas jusque-là, rejoint mes rêves d'enfance. Donc, ouais. Donc, il y a eu prolongation. Exactement. Ce n'est plus à l'âge de 25 ans, ça sera bientôt. Très bientôt. Très bientôt, mais célibataire. Bon, je crois qu'il y aura de la matière aujourd'hui. Mais pour ma part, particulièrement, j'ai jamais été vraiment comme toutes ces jeunes filles qui ont des rêves. Ok. Ouais. Ça, c'était quoi? Moi, j'avais pas de rêve, en fait. Tu vois, comme du genre, quand tu grandis, tu sais que tu vas être médecin, tu vas être avocate. J'ai jamais vraiment été comme ça. Ça, c'est tout. Je me souviens quand il m'a fallu choisir pour les humanités, je ne savais pas. Tellement que la plupart des filles avec qui j'étudiais, ils avaient tendance à faire la littéraire et l'économie. Ben, moi, je me disais, pourquoi pas faire la littéraire? Déjà, j'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui me connaissent aujourd'hui, ils peuvent dire, Déborah parle pas beaucoup. Mais en vrai, j'étais vraiment très timide quand je grandissais. Mais quand il m'a fallu choisir pour les humanités, c'est plutôt, j'ai une orientation de mon papa. Il m'a dit, il y a les humanités sociales et tout, pourquoi tu peux pas en faire et tout? Je savais même pas ce que c'était. Qu'est-ce qu'on fait dedans? On devient quoi quand on fait les humanités sociales? Je savais pas. J'ai dit, comme j'ai pas de choix, j'ai fait les humanités sociales. J'arrive à l'université, j'ai fini, j'ai fait les humanités sociales. J'arrive à l'université, je savais pas encore ce que je voulais faire. Ouais, je ne savais pas. Et mon papa encore, il me dit, il y a une nouvelle faculté qui a ouvert à l'UPenn. C'est là où on s'est rencontrés avec Davina, à l'UPenn. La gestion des entreprises, pourquoi tu ne ferais pas? Je n'avais pas des choix. J'ai dit, pourquoi je ne ferais pas la gestion des entreprises? C'est comme ça que je fais. Et moi, je me dis aujourd'hui, je ne regrette pas. D'une certaine manière, chaque option, chaque milieu fréquenté, que ce soit à l'école, à l'université, ça m'a forgé en fait. Donc, ça a fait de moi d'une certaine manière la personne que je deviens, de plus en plus aujourd'hui. Parce que si j'ai dit que je suis là, les jaloux vont dire je suis qui? La personne que je deviens chaque jour. Donc, nos rêves, du point de vue études, vraiment, j'avais pas trop des grands rêves. Je vais devenir avocat, mais au moins, c'est dont je peux me souvenir quand je suis en train de grandir. J'ai parlé très souvent devant les arbres. Ah bon? Ouais. J'avais souvent... En fait, j'imaginais la foule. Okay. Et je sais pas ce que je disais, mais j'imaginais bien un speech intéressant où les gens, après, m'applaudissent. Donc, vraiment, c'est la seule chose que je me souviens quand j'étais enfant. Et quand j'ai voulu faire l'université, mon papa me dit, mais quand tu es petit, tu voulais faire la médecine? J'ai dit, moi, médecine. Là, c'est sûrement quand j'étais tellement petite, donc je me souviens même pas. Donc, ça n'a vraiment pas été mon cas. Mais chaque événement, chaque situation a fait en sorte que je puisse me retrouver petit à petit. Moi, c'est vraiment étape par étape. J'ai pas fait le journalisme, j'ai pas fait des communications, quoique j'aimerais bien me spécialiser dans ça. Dans les années qui arrivent, pourquoi pas en apprendre un peu plus encore. Mais vraiment des études comme ça, rêve réalité du point de vue études, moi, ça n'a vraiment pas été mon cas. Et pour toi, quand tu as voulu maintenant changer d'orientation, quelle était la difficulté quand tu as commencé à travailler dans la communication? En même temps, est-ce que tu avais un modèle précis que tu étais en train de suivre, où tu te disais c'est seulement parce que le droit, c'est beaucoup trop de paperasse dedans, ou il y a eu quelqu'un qui t'a particulièrement accroché pour te dire pourquoi pas je ferais ça? Bon, il n'y a eu personne. Mm-hmm. Il n'y a eu personne. C'est juste que je voulais continuer dans une filière un peu trop littéraire. Il n'y a pas trop de mathématiques et tout. Pas non plus beaucoup de livres à retenir de loi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la communication? Okay. Et c'est ainsi que j'ai opté pour cette filière. Au début, c'était vraiment pas facile. Mm-hmm. Parce que je me rappelle la première
séance de cours, avec le professeur qu'on avait dit, les personnes qui sont venues ici, on espère que vous n'avez pas peur de la foule, parce que on est de G1 en G3, on a été formés comme des journalistes, radio, télé, presse écrite. Alors on dit toujours qu'un journaliste n'a pas peur du micro, un journaliste ne peut pas avoir peur de la caméra, donc il faut vraiment s'assumer. Et moi j'avais ce côté-là un peu recul et tout. Mais avec le temps, je m'étais vraiment habituée. La communication m'a vraiment aidée à m'ouvrir, à tenir des conversations avec 2, 3, 4, 5 personnes, chose que je n'arrivais pas à faire. Ok. Donc, tu étais aussi très timide. Très timide, très timide. J'avais peur de communiquer ma pensée. Je me disais, bon, on ne va pas me considérer, ça sera comme tout autre et tout. Mais avec des amis que j'ai eus à la fac, qui étaient très souvent sûrs d'eux, bien que ceux qui communiquaient n'étaient vraiment pas fameux, mais en tout cas, je sentais cette assurance en eux. Et ça me disait, si eux ils n'arrivent pas à bien agencer les idées, et que moi je sais que je sais agencer mes idées, pourquoi le retenir pour moi? Je dois commencer à en parler, à donner mes avis, à conseiller d'ailleurs, et ça m'avait vraiment aidé. Et donc, si je comprends bien, d'une certaine manière, tu avais un complexe alors. Exactement, un complexe. Genre la peur de dire un truc et on se moque de toi après, la peur d'Avina. Est-ce qu'on est obligé de t'entendre? Est-ce qu'on est vraiment obligé que tu dises quelque chose? Ça venait d'où ça? Je sais pas. Je sais pas. C'était seulement un complexe que je me suis créé qui n'avait pas lieu d'être. En tout cas, ça n'avait vraiment pas lieu d'être. Mais en optant pour la communication, ça m'a aidé de ressortir ce que je suis jusque-là. Ok, mais moi je pense que c'est sortir d'un complexe, c'est tout un processus. Mais c'était quoi, toi, ton schéma, toi, pour pouvoir t'en sortir? Mon schéma, c'était de parler véridiquement, en fait, avoir, comme on dit, un franc-parler. Ok. Ouais. Je me disais, je dois fournir un effort d'avoir un franc-parler avec ces personnes qui m'entourent par rapport à un sujet, par rapport à leurs attitudes. Et ça m'aidait. Ça m'aidait et j'utilisais des bons mots, des bons verbes, question d'atténuer la phrase ou encore mon idée, surtout s'il s'agissait de faire une remarque, de prodiguer un conseil. Et petit à petit, j'ai remarqué que c'était bien appréhendé. Les gens me remerciaient, c'est bien. Et 2, 3 personnes ont commencé à me consulter sur des choses. Et quand j'essaye de conseiller, tu vois, ça marche. Je m'étais dit, oh, ok, donc ça va, hein, il y a quand même quelque chose en moi. Et c'était ça, c'était parti comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me consultent, parfois plus âgés. Je me dis, comment Davina, qui est comme ça? Et quand je me mets à parler, j'essaie d'orienter. Et les gens se disent, c'est bien, je ferai ça. Et les personnes qui me suivent, qui suivent mon conseil, je sens qu'ils réussissent dans ce qu'ils font. Mais on fait un petit bond en arrière par rapport à ce que tu disais, qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées qui a fait en sorte que tu ne vives pas tes rêves. Mais toi-même, tu savais que j'allais quand même rebondir dessus. C'est impossible qu'on passe. Méta. Ouais. Bon. Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, la vie de la jeune fille, c'est très compliqué. Très compliqué. La vie d'être jeune, c'est assez complexe. On en parlait même avant qu'on commence, c'est que on rencontre aujourd'hui des filles de 18 ans, 17 ans qui disent « Moi, j'ai pas confiance aux hommes ». Bon, en fait, tu regardes la fille, tu dis, mais toi, t'as commencé la vie à quel âge? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est pas aussi question d'avoir une expérience amoureuse. Peut-être que la fille voyait comment est-ce que son papa battait maman, comment est-ce que papa se comportait envers maman, ou encore les oncles ou un cousin. Mais pour certains cas aussi, il y a des filles qui se sont adonnées aux choses de l'amour plutôt. Je pense qu'il faut... Et c'est quoi, toi, ton avis dessus? Parce que moi, je pense, beaucoup de personnes, des jeunes,
généralement, quand ils disent « je n'ai pas confiance aux hommes, je n'ai pas confiance aux femmes », c'est pour la plupart des fois dû aux expériences personnelles. C'est parce que tu as osé. Là, en fait, je réfléchissais comme ça. Je me dis, généralement, lorsqu'on est jeune, on est très vite pris par la folie de la jeunesse. On veut découvrir, on veut expérimenter les choses. Généralement, on n'est pas conscient, on n'est pas constant dans ce que l'on fait. C'est ça qui fait en sorte que très facilement, on blesse la personne qui est en face de nous. Et toi, c'est quoi ton avis sur la question des amourettes, si je peux dire ça comme ça, jeune que tu es, mais une fille aujourd'hui de 16 ans, 17 ans, ou encore pour toi d'abord, quel est l'âge minimal pour commencer les relations amoureuses? Bon, moi je ne ferais que parler de moi. Oui. Je dirais par la grâce de Dieu ou par chance, j'ai pas eu à connaître des amourettes. Okay. Non, parce que j'avais peur de me lancer et d'avoir le cœur brisé. Bien que c'est arrivé après. Bien que c'est arrivé après. C'est juste que j'ai eu beaucoup d'amis, gars, quand je grandissais, et la manière dont ils racontaient leurs amourettes, c'était genre, ils se jouaient des filles. Et moi, je n'aimais pas qu'on se joue de moi. C'était quand même quelque chose pas bien que je voulais pour moi. Alors, je ne sais pas quel âge donner pour commencer quelque chose d'amour et tout. Mais moi, je l'ai commencé, j'avais, je crois, 20 ans. J'avais 20 ans, j'étais déjà à l'université. Donc, je n'ai pas trop connu ces choses-là que je ne crois pas aux hommes à 17, 18 ans déjà. Non. Je m'étais vraiment préservée concernant ces choses d'amour, les histoires d'amour. Les histoires d'amour, ça brise les cœurs. Les histoires d'amour, ça change d'une certaine manière la perception des choses. Ça t'est déjà arrivé quelque chose comme ça. On va pas entrer dans peut-être beaucoup de détails, mais on aimerait quand même savoir, ça t'est déjà arrivé d'avoir les cœurs brisés? Oui. Okay. C'est déjà arrivé. Ok. Mais bon, peut-être si on demande de raconter l'histoire du gourmet, là, ça va faire... ça sera jeter des fleurs à ces personnes, donc ça sert à rien. Ok. Mais... C'est déjà arrivé. Et le moment qu'on traverse n'est pas du tout bon à vivre. Oui. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est important. C'est important d'avoir le cœur brisé. Ça fait grandir. Ça fait réfléchir et aussi ça évite de s'attacher à quelqu'un. Même la Bible le dit, il ne faut pas trop mettre sa confiance en l'homme parce qu'on va toujours être déçu après. Donc moi j'ai vraiment compris le sens de ce passage-là par rapport à mes relations amoureuses. J'étais trop attachée à ces personnes et tout. Comme on dit en lingala, et quand j'ai découvert leur vraie face, si je peux le dire comme ça, j'en ai eu le cœur brisé. Okay. Mais ça a été des très belles expériences pour moi. Aujourd'hui, je suis celle d'Avina. Jusque-là, en tout cas, j'insiste. Forte, aussi mature et avisée. Ok. Mais tu as aussi eu à perdre quelqu'un de cher. Il n'y a pas eu que les côtés brisement des cœurs dans le sens où ça n'a pas marché, mais tu as perdu quelqu'un de cher dans ta vie. Oui. Tu peux nous raconter cela au moins? Ouf. Oui, il m'est arrivé de perdre quelqu'un de cher, quelqu'un avec qui on projetait vraiment l'avenir. C'était juste après mes moments de boom que j'ai eu à rencontrer cette bonne personne, paix à son âme. C'est une période très difficile. Très difficile. Aujourd'hui, j'ai pu comprendre la douleur que ça fait de perdre un mari. Genre pour ceux qui perdent leur mari, ça fait trop mal. C'est une expérience que je ne souhaiterais même pas à ma pire ennemie. Parce que quelqu'un avec qui vous parlez, vous avez des projets, vous travaillez ensemble, du jour au lendemain, ou encore à l'espace de quelques heures,
tu apprends qu'il n'est plus, il a rendu l'âme. Donc, moi, le seul conseil que je peux donner pour ceux-là qui sont dans des relations très, très sérieuses, qui promettent, ou encore ceux-là qui sont dans des mariages, il faut vraiment vous aimer. Aimez-vous vivant. Parce qu'on ne sait pas ce qu'une seconde peut engendrer. Il faut vraiment vous aimer. Évitez trop de querelles, trop de disputes pour rien et tout. Pour qu'après vous regrettez. Si je savais, j'allais profiter de ce moment-là de qualité, avoir de moments de qualité avec la personne et tout. Il faut vraiment s'aimer. L'amour, c'est quelque chose de beau. C'est beau, surtout si c'est avec la très bonne personne. Oui, avec la bonne personne. Ouais. C'est quelque chose de beau. C'est pas pour rien que la Bible, surtout au Nouveau Testament, on met vraiment une emphase là-dessus. La charité. C'est quelque chose de très très beau et il faut vraiment le vivre. Okay. Vraiment le vivre. Ouais, après la séparation, ça fait tellement mal. Moi, il y a quelques années, j'ai perdu ma maman. Je peux dire, j'étais l'enfant qui avait passé beaucoup plus de temps avec elle parce que je venais de finir G1. Donc, comme tu sais, nous, c'est des longues vacances à l'UPenn. Donc, j'étais très souvent à la maison. Et le jour même, elle est morte, je me suis réveillée le matin. Elle me dit, si je peux aller, elle avait une boutique, hein. Elle me dit, si je peux aller vendre pour elle et tout ça, là, avant d'aller à 14h, on avait répétition. Elle dit, oui, j'ai chanté à l'époque, pour ceux qui ne croient pas. J'étais vraiment à la chorale, mais chaque peut témoigner. Ouais. Elle me dit, si je peux vendre, je vais revenir à 14h pour reprendre la boutique pour que tu partes. Ok, d'accord, je suis allée vendre à 14h aussi, elle est venue. Généralement, quand elle arrivait en retard, j'avais très souvent l'habitude, les filles avec les mamans, on se discute tout le temps et tout. Pourquoi t'as fait ci? Mais bizarrement, ce jour-là, je ne me suis pas discutée avec elle. J'ai juste demandé l'argent de la moto pour que je parte rapidement et tout. J'ai pris l'argent, j'ai pars. À 17h, les gens qui vendent à côté de sa boutique viennent me chercher. Déborah vient et tout ça. Bon. Ok, je monte sur la moto, on part au dispensaire qui n'était pas loin, on la voit, elle était déjà inconsciente. Ma grande sœur, elle est venue, on l'a transférée dans un hôpital à la Gombe. Elle arrive là jeudi soir, vendredi, on part la voir, on ne pouvait pas entrer parce qu'elle était en salle de réanimation. Samedi soir, papa, la grand-mère qui était à l'hôpital, ils sont revenus. Nous disons que maman n'est plus là. Et je me souviendrai très bien, c'était ma grande sœur que nous avions, parce qu'elle est descendue avant. Je suis restée à la maison, moi, ma petite sœur et mon frère, celui qui vient avant moi. Elle vient nous réveiller, Déborah, Salomé, venez, Bégueta aussi. On est au salon. Bon, après, tu sais, tu dormais, c'était vers 22h, 23h et tout. Bon, elle est rentrée à la maison, tu vois. Elle arrive, j'oublierai jamais, elle dit, maman, elle s'est reposer. Là, c'est la grande sœur. Ouais, ma grande sœur qui dit, maman, elle s'est reposer. En fait, le temps que tu réalises, tu vois déjà que les autres viennent en train de pleurer et tout. Ah. Donc, tu vois, perdre un être cher, ça touche au fait, tu vois, tes rêves et tes réalités. Tant que jeune fille, tu te dis, le jour de ton mariage, ta maman sera là. Les jours de la fin de tes études, ta maman sera là. Mais, voilà, là, tu te rends compte que elle sera pas là. Moi, je dis, la chose qui fait le plus mal dans la mort, c'est que la personne ne va pas revenir. Mais bon, c'est en fait ça même le sens de la mort, tu vois. Voilà, un aller sans retour, c'est que la personne ne va pas revenir. Mais ça me pousse à te poser la question, comment tu as fait que ça soit dans le gourmand, que ça soit perdre un être cher, comment tu as fait pour t'en sortir? C'était quoi, comment dire, je sais pas, ton médicament? Parce que il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui passent par des situations autant difficiles, que ce soit dans la perte d'un être cher, que ce soit en amour, que ce soit la perte d'un travail, ça affecte tellement le mental des gens. Toi, comment tu as fait pour pouvoir surmonter cette période qui était assez difficile? Bon, je vais parler de après Bouma. J'avais, comment je peux dire ça?
un slogan que ça va marcher, ça marchera. Oui. Genre, si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça va marcher. J'avais toujours l'habitude de recommander mon sort entre les mains du Seigneur. Je dis, Seigneur, ça n'a pas marché, je te fais confiance. Parce que je suis de ceux-là qui n'aiment pas rester très longtemps sur quelque chose, surtout quand ça ne marche pas. On aime toujours aller de l'avant. Du reste, on doit toujours suivre notre nez. Notre nez regarde devant, donc on est censé toujours avancer. Et avec l'aide de Dieu, la prière aussi, tu te sens consolé et soutenu. Alors, après la mort de cet être cher dont je venais de parler, j'ai été très bien entourée par des bonnes personnes qui m'ont soutenue moralement et avec des très bons conseils. C'est comme si Dieu les avait utilisés en cette période pour vraiment bien me conseiller. C'est vrai, quand je revenais à moi-même toute seule, c'était pas facile. Je pleurais. J'avais vraiment senti mon cœur être très déchiré. Au-delà de moi, j'étais très déchirée. Mais je me dis que ça va aller. Le Seigneur va poncer cette plaie avec la prière. J'avais pour remède écouter de la musique. La musique, pas de tristesse, et des musiques gospel, d'adoration, de louange, où on élève le nom de Jésus, où on reconnaît sa seigneurie, on reconnaît sa grandeur et tout. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu en cette période. Je me dis que je n'ai certainement pas arrêté de voir ou encore de vivre des moments difficiles. Je sais que quand ça arrivera encore, parce que personne n'est éternel, quand je vais encore perdre des personnes chères, le Seigneur sera toujours là pour m'aider. Ouais, et aussi moi, s'il y a une recommandation, encore il y a quelque chose que je dirais par rapport à ça, c'est apprendre à faire son deuil. Oui, c'est important. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, ils ont très hâte, c'est fini, c'est bon, je m'en fous et ça tout. Ça rattrape d'une certaine manière, même après des humains. Oh, l'amour, c'est guéri par l'amour. Oui, c'est vrai, mais il faut apprendre à guérir, au fait. Je reste, donc tu te rends compte que, ok, parce que et c'est aimer, c'est partager un sentiment, quelque chose qu'on ne voit pas. Et très souvent, quand on ne voit pas la chose, c'est fort en fait. Et quand c'est fort, quand ça s'arrête, ça donne comme on appelle gourmand, un petit trouble là. Et ça nous demande de rester un moment. Il faut vraiment rester, faire son deuil, vraiment se rassurer que ça y est, c'est bon pour se relever et encore rencontrer de l'amour. Effectivement. C'est important de faire son deuil. Que ce soit dans la perte de quelqu'un, que ce soit dans un gourmand, dans un moment difficile et tout, vraiment faire son deuil. Ceux qui disent s'en fout, là, je regarde, je dis... Ça leur rattrape. Déjà, je te dis, ça leur rattrape d'une certaine manière. Et oui, en plus, moi, je trouve que c'est encore beaucoup plus dur. Exactement. Alors que quand la situation se passe, si tu as le temps de faire ton deuil, de pleurer, moi, je dis, pleure, tu as le droit de pleurer parce que ça fait mal. Il faut crier, donc tu te déchaînes au lieu de se donner à l'alcool, faire semblant ou se donner aux femmes ou aux hommes, c'est détruire en fait. Prends le temps d'être seul en face de toi-même, en face de Dieu, pour ceux-là qui croient en Dieu. Voilà. Et ça ira, ça passe. Donc c'est ça. Avec le temps, avec comme tu le dis, il y a aussi, moi je pense, il y a aussi ce côté-là de la décision de passer à autre chose à un moment. C'est vrai que voilà. C'est vrai que la chose qui est arrivée, tu acceptes, non, cette chose n'a pas réussi. J'ai échoué, peu importe le verbe que vous allez utiliser, mais décider d'aller de l'avant. Décider vraiment que non. Vraiment, s'imiter. Bon, la couffie pété. Donc, quand on ne meurt pas, on est obligé d'avancer. De continuer la route. Mais là, c'est autre chose. La vie d'adulte, on en parle. Ah non, c'est trop dur, hein? C'est trop dur. Je te dis, c'est un piège. C'est un piège. Je me rappelle quand on était toute petite là, tout venait des papas, de maman.
Et moi, j'enviais ma soeur quand elle sortait. Hein. Je me disais non, j'ai hâte de grandir et de sortir. Sortir sans demander et tout. Il n'y a rien de bon dedans. C'est stress plus stress. C'est, tu te prends en charge, tu achètes tes mégas. Non. Tu dois prendre des bonnes décisions. Ouais. Pour que demain, quand on ne te prenne pas du doigt, tu dois... Oh, c'est un piège. On est déjà piégés. Ouais. Et On est dedans. ouais, on est dedans, on fait comment? On avance. Et quand je vois parfois certaines jeunes, plus jeunes que nous autres, qui ont hâte de grandir, qui sont trop à fond dedans, j'ai envie de leur dire, maman, vous savez même pas ce que vous attendez. Hein? C'est que vous attendez dedans. Donc, si j'étais à votre place, j'allais même pas autant presser de venir là-bas, de se comporter d'une certaine manière, de briser les règles, de se dire, telle grande personne ne comprend pas ce que je vis. Exactement. Or, toutes les grandes personnes, là, c'est vraiment ce que j'ai eu à comprendre. Toutes les grandes personnes comprennent exactement ce par quoi passe le plus jeune. Ouais. Ils comprennent parce qu'ils sont passés par là. En tout cas, je rejoins nos parents, nos tantes, nos grandes soeurs de l'époque, nos grands frères de l'époque, nos oncles, quand ils nous interdisent, non, il ne faut pas faire ça. Ici, il ne faut pas faire ça. Ici, il faut faire ça. Ici, je comprends maintenant. Là, vraiment, je comprends. Et c'est vraiment le conseil que je donnerais aux plus jeunes. Il ne faut pas être pressé et toujours avoir, comme on dit, lito et ponakoyo kamikolo. C'est important. Ok. En parlant de la vie d'adulte, tu as fait mention de quelque chose qui est important, c'est-à-dire quand tu grandis, tu as la capacité de prendre des décisions. Alors, quelles sont les décisions jusqu'ici qui ont été les plus importantes et déterminantes pour ta vie? Il y en a que tu regrettes? Il y a certaines décisions que je regrette, oui. Ça ne manque pas, hein, parce que c'est ça le chemin de la vie. La vie est déjà faite des dents des scies. Aujourd'hui, ça marche, ça ne marche pas et tout. Bon, parmi les plus grandes décisions que j'ai eu à prendre, c'est le fait de choisir l'université où j'ai fini. C'était vraiment une très très grande décision à prendre parce que je revenais du lycée, lycée Sacré-Cœur et tout. Et l'UPN et l'UNIKID étaient des facs réputés, genre il y a beaucoup trop de villageois là-bas, beaucoup trop des pauvres, là tu vas t'abrutir une fois que tu vas t'y rendre et tout ça. Mais je n'ai pas regardé gauche à droite. Mais là, il faut signifier que tu avais eu une offre dans un autre pays. Oui. Ouais. En fait, en 2016-17, cette vogue-là, tu finis, tu obtiens ton diplôme, tu décroches ton diplôme d'État, et tu es pressé d'aller continuer tes études universitaires ailleurs, à l'étranger, et tout ça là. On était tous dans ces bains, mais pour moi, ça n'avait pas marché. Pourquoi? Parce que une de mes tantes, qui se trouve au Canada, elle avait obtenu pour moi une inscription en sciences infirmières. Or, moi, tout ce qui est corps médical et tout ça, ça me donne de nausées. Je me disais, qu'est-ce que j'irais faire là-bas? Bon, je n'avais pas connaissance du fait que je pouvais quand même y aller et puis changer les facs après. Je n'avais pas cette connaissance-là à l'époque. Et du coup, j'ai décliné l'offre. Petite pause. Nos téléspectateurs, est-ce que vous venez d'entendre que Davina a réussi d'aller au Canada seulement parce qu'on va faire les sciences infirmières pour venir à l'UPenn? Je ne dénigre pas l'UPenn, je suis le fruit de l'UPenn, s'il vous plaît. Elle a refusé le Canada. Et dites-nous, qu'est-ce que vous aurez fait? Parce que ce n'est pas une option que vous aimez. On vous dit, non, j'y vais pas, je fais une fac ici au Congo. S'il vous plaît, dites-nous en commentaire. On vous écoute. En tout cas, mes parents avaient crié. Qu'est-ce que tu fais et tout? Aujourd'hui, je me dis, bon, si j'avais connaissance que non, je pouvais bien entamer cette démarche, arriver là-bas, peut-être chômer une année et choisir d'autres filières. Ça allait peut-être marcher. Mais avec le temps, je comprends pourquoi j'avais fait ce choix. Ouais, parce que tu devais avoir un gourmand. Pas du tout. Ah pas non, que non. ça. Okay. Non, pas que ça. Il y a du bon dans notre pays. Ok. Ouais. Il
y a du pain dans notre pays. Je l'ai su et je l'ai constaté une fois que j'ai eu à décrocher mon diplôme de licence. Ok. Parce que UPenn avec les années élastiques, j'insultais, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'avait pris? Mais avec le temps, comme on dit, il est toujours le meilleur révélateur, le temps. J'ai compris que aujourd'hui je peux me taper un voyage si je veux et tout, aller au Canada, faire les allers-retours. Et c'était pour moi un bon choix de rester ici. Ok, vous avez entendu sa conclusion. Au final, c'était un bon choix. Un bon choix. Mais chaque a dit, attends, bah, c'est ça la chimie. Oui, bon, même si on lui a dit d'aller étudier la philosophie antique, il serait parti. Aujourd'hui, la technologie a quand même évolué. Hein. Oui. On a cette facilité de se renseigner, de savoir. Non, parce que te payer bateau qui n'est pour boire à Bamoun, d'accord, on dit, ils voyagent pour d'autres, comment je peux dire, pour d'autres raisons. Ils arrivent là-bas, ils disent que non, ils sont pas bien dans leur pays et tout. Oui, mais il y a aussi une autre raison qui t'a poussé à pas partir. Il paraît qu'en Europe, là-bas, le mariage est difficile pour les femmes africaines. Ouais. En tout cas, j'ai pas envie qu'on me jette la pierre. Mais j'ai vraiment pas envie qu'on me jette la pierre. Je ne dirais pas ça, non. Là, on va continuer ce débat en coulisses. J'ai pas envie qu'on me jette la pierre. Oui, on va seulement te jeter la pierre parce que moi, je vais qu'on te jette la pierre quand même. C'est quoi l'importance que tu accordes au mariage dans la vie de la jeune fille aujourd'hui? L'importance que j'accorde au mariage. Je ne parlerai que de moi, parce que je ne connais pas les réalités que traversent d'autres jeunes filles que moi. Moi, j'accorde pas une importance, genre c'est ça ou rien, non. Mais je crois à la vie de famille. J'aime la vie de famille. Dieu m'a fait grâce de grandir ou d'avoir une famille où il y a papa, maman et les enfants. Bien qu'il ne manque jamais des hauts et des bas et tout dans la société, j'ai su voir comment est-ce que mes parents ont vraiment fourni l'effort de rester ensemble pour nous élever. Alors je m'étais dit que moi je ne peux pas avoir une famille composée. J'aimerais élever mes enfants avec mon mari, que le Seigneur me donnera, mes seule fille, et avec des enfants. Savoir que non, mes enfants puissent savoir que maman sort avec elle, papa est là-bas, marié, mon grand frère, son papa est de là, ma petite soeur, mon papa. Je ne condamne pas ceux qui ont eu à le faire, mais personnellement, je dis que ce n'est pas une vie que je donnerai à ceux-là qui sortiront de mes entrailles. Amen, amen. Pas de divorce. Non, pas de divorce. Amen. Tu disais que quand tu grandissais, tu te disais que tu es mariée à 25 ans. En fait, je ne comprends pas. La plupart des jeunes filles, c'est l'âge. 25 ans, il n'y a pas dedans. J'ai jamais compris. En tout cas, j'ai jamais compris pourquoi la majeure partie des jeunes filles tentent de dire moi à 25 ans je me marie, moi à 25 ans je me marie. Bon, il y a pour ceux-là que ça marchait, c'est toutes ces déclarations. Pour d'autres, non. Il y a eu prolongation, il y a match. Il y a eu prolongation, mais je crois que le Seigneur va nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur va nous rattraper. On a compris ce qui existe dans ces 25 ans-là. J'ai compris. Oui, mais imagine, parce que tu accordes une importance très importante à la vie familiale, au mariage et autres. Imagine jusqu'à 30 ans, 35 ans, c'est pas ce qu'on souhaite pour toi, mais jusqu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu n'es pas marié. Qu'est-ce que tu serais? Le soupir l'a dit beaucoup, hein? Le soupir dit beaucoup parce que c'est quelque chose que je n'envisage pas, humainement parlant. C'est une prière que je dis, Seigneur, pas Tinaba Ajwana quand même. C'est vrai que le lendemain, on ne le maîtrise pas, mais par rapport à mon souhait et tout, non, pas jusqu'à cet âge-là. Et si ça arrivait? Et si ça arrivait, la même
le même Dieu qui m'a accompagné jusqu'à l'âge butoir que je m'étais donné de me marier, de faire tout ce que j'avais comme rêve, c'est qui n'était pas arrivé. Tout ce dont j'ai traversé, j'étais avec le Seigneur. Oui. Il a su comment me prendre en charge et me donner assez de force pour supporter cela. Je pense que ça sera la continuité. la continuité, bien que je ne souhaite pas ça. Ok. Bon, sûrement Méchac a des commentaires à faire après. Ah, Méchac. Ok. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'échange. Petit à petit, on tend vers la fin, malheureusement. Mais on ne peut pas finir ça sans nous donner les grandes leçons que tu as apprises jusqu'ici de la vie, même en 3 petits conseils que tu donnerais à ta toi d'abord, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ta petite toi en face de toi, tu lui dirais quoi? Ma petite moi, c'est vrai, rêver n'est pas une mauvaise chose. Rêver n'est vraiment pas une mauvaise chose. Mais ce que je me conseillerais, genre si j'ai une mini Davina en face de moi, de 10 ans, je lui dirais de faire confiance en Dieu, tout d'abord. Faire confiance en Dieu, de le laisser conduire sa vie, et aussi d'être patiente. Être patiente. Et quand bien même que nous faisons confiance en Dieu dans notre chemin et qu'il y a des épines qui arrivent, de ne pas perdre espoir. De ne vraiment pas perdre espoir, de toujours chercher à tirer le meilleur dans la souffrance, au fait, si je peux le dire comme ça. Dans les larmes, dans les échecs, essayer de tirer une leçon pour se forger, rajouter un plus et avancer. Je pense qu'en gros, c'est tout ce que je peux dire. Ok. En tout cas, moi, je retiens que rêver n'est pas mauvais. En tout cas, c'est pas mauvais. Ça nous pousse à faire ressortir le meilleur de nous, en fait. Je veux atteindre tel objectif, je vais arriver dans ça. Alors, je me dois de travailler. Je ne peux pas l'attendre bras croisés. En tout cas, je me dois de travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles études faire pour arriver? Qu'est-ce que je dois entreprendre, par exemple, pour arriver? En fait, tout ça là, tu te rendras peut-être pas compte, mais c'est un grand travail que tu es en train d'aiguiser en toi. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour ce conseil. Mais bon, face à ta caméra là-bas, un dernier conseil que tu donnes à nos téléspectateurs. Un dernier conseil. Ouais. Un seul. Si tu as un conseil à donner. Aimons-nous vivants. Ouais. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ok. C'est le seul conseil que je peux dire. Quand on aime, on ne va pas faire du mal à l'autre. C'est pas seulement en relation amoureuse. Hein. Quand on aime, on ne fait pas du mal. L'amour croit en tout. L'amour fait confiance. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Bon, en gros, on doit nous aimer. Il faut nous aimer. Aimons-nous vivants. Ok. C'était très fructueux comme échange. Aujourd'hui, c'était pas que David. On a échangé sur. Mais bon, quoique dans notre société là, les mal c'est qu'il y a trop de tabous dedans. Mais un jour ici, Amita raconte. On va casser, on va parler, on va décortiquer, on va scandaliser, on va mettre. Mais bon, ça va venir petit à petit. Oui, on va scandaliser petit à petit. Bon, à la télé, on dit les Libanga. Maintenant, c'est le temps de faire tes dédicaces, tes mabanga. Tu les jettes à qui? Mabanga. Ouais. Ouh. J'ai pas prévu ça. Sérieux, j'ai pas prévu ça. Bon, je salue mes parents, mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes. Ouais, moi je salue ta petite Sarah. Ouais. Mes amis, mes copines, mes amis filles, gars. Je vous aime beaucoup. En tout cas, tous ceux-là qui m'aiment, tous ceux-là qui me portent à cœur de manière véridique, je vous salue et je vous aime tant.
Bah, moi aussi, je vous salue et je vous aime tant. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci à Wayne qui a assuré. Un combattant. Ouais. Jusqu'à la tournée de l'émission. Et monsieur Méchac. Alors, merci beaucoup à mon réalisateur Fiston Eagle. Merci pour ce merveilleux travail. Banga. Ouais. Merci à toute l'équipe Facivi. Je dis merci à mon directeur général. Monsieur Fred Abba, là, il connaît la télé lui connaît comme le président Macron a l'habitude de dire. Merci beaucoup à HM Media Group, c'est très beau cadre qui nous accueille. Merci beaucoup à Madame Marianne. Merci beaucoup à Monsieur Ali Milo. Moi, je vous porte à cœur. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Si vous avez des commentaires, vous aussi, vous avez des rêves lorsque vous étiez en train de grandir. Et par rapport à vos réalités sur terrain, n'hésitez pas de nous le dire en commentaire. Nous serons très heureux de venir vous lire et pourquoi pas vous répondre, échanger avec vous. C'était Meta pour Meta Raconte de ce dimanche. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission avec une nouvelle invitée, une nouvelle histoire. À bientôt. À bientôt.